Bonjour et bienvenue sur mon site de domotique. Je suis Sylvain Hamel et je vous invite à me suivre dans ces capsules vidéo afin d'en apprendre plus sur ces électroniques qui cohabitent avec nous. Vous serez en mesure de les apprivoiser et par la suite, elles feront tout ce que vous leur demanderez. Cette vidéo vise à intégrer le Raspberry Pi à vos projets d'automatisation et de domotique. Vous y trouverez des trucs et conseils pour une utilisation judicieuse du matériel et des logiciels open source appropriés à vos projets. Au terme de ces vidéos, vous serez en mesure d'interagir avec une variété de périphériques et de capteurs. Ces derniers transmettront l'état de votre environnement au serveur, qui est le Raspberry Pi. Par la suite, une logique décisionnelle traite l'information et le résultat sera retransmis en retour aux éléments de contrôle. Voyons plus en détail le chemin parcouru des capteurs au contrôleur en passant par le serveur. D'abord, les capteurs, qu'il s'agisse de capteurs de température, d'humidité, de pression, de distance, de luminosité, de fumée et autres capteurs, ils transmettent une information sous forme de signaux électriques, parfois digitaux et parfois analogiques. Il faut donc les interpréter avec un composant qui comprend ces signaux électriques. Plusieurs modèles d'interface sont disponibles pour ce genre de travail selon les différents besoins. Les plus souvent utilisés sont l'Arduino et le ESP8266. Il existe plusieurs variantes pour chacun de ces modèles et on peut aussi y ajouter des options telles qu'une interface réseau. N'allons pas plus loin dans le sujet, une série de vidéos y seront consacrées. Une fois que nous avons l'information bien formatée et que nous sommes en mesure de nous adresser dans le réseau, il faut acheminer l'information de la meilleure façon possible au serveur. Les fils de messages MQTT sont idéales pour ce travail. Elles allient la légèreté des communications à la qualité de service qui est parfois nécessaire. Plusieurs autres options sont aussi disponibles avec les fils MQTT, mais ça fera partie d'une autre série de vidéos. Le serveur MQTT peut être hébergé directement sur notre serveur Raspberry Pi. Maintenant que l'information est rendue dans le serveur sous forme de message MQTT, nous allons nous abonner au sujet correspondant, qu'on appelle un topic en anglais, et traiter l'information selon les critères que vous aurez choisis. L'application Node-RED permet ce genre de travail. Le résultat ainsi obtenu nous permet de prendre action de différentes façons. On peut renvoyer le message dans une autre file MQTT, dans un serveur de base de données ou simplement alimenter une page web qui affichera un tableau de bord. Et devinez quoi? On en parlera dans une autre vidéo bien sûr. Si le message est envoyé dans une autre file MQTT, il peut être récupéré par une interface Arduino, ESP8266 ou autre et servir à contrôler votre environnement. Puisque ces interfaces sont bidirectionnelles, ils peuvent lire et écrire des signaux électriques sur les bornes qui y sont assorties. On peut donc contrôler des relais, des lumières et autres circuits de contrôle comme le chauffage ou l'irrigation et bien plus. Voici donc notre futur écosystème. Le site officiel de Raspberry Pi recommande Raspbian, qui est Raspberry plus Debian, qui est Raspbian, mais propose aussi une variété de systèmes. Raspbian est disponible en deux versions, soit la version Raspbian Jessie Lite, qui est sans interface graphique, et la version Raspbian Jessie avec Pixel, qui est l'interface graphique. Pour plus de commodité, l'interface que nous utiliserons sera la Raspbian Jessie avec Pixel. Il est possible de démarrer en ligne de commande uniquement, afin de réserver les ressources du Raspberry Pi une fois l'installation complétée. Téléchargez la version dans le format désiré en fonction du système d'exploitation que vous utiliserez pour créer l'image sur la carte SD. Une fois complété, décompressez le fichier dans le répertoire de votre choix pour une utilisation ultérieure. Le téléchargement ne correspond pas au fichier d'installation du système d'exploitation, mais bien à une image du système d'exploitation déjà installé. Puisque le matériel est standard, il n'est pas nécessaire de refaire l'installation. Il suffit de recopier l'image sur la carte SD et de l'insérer dans l'appareil. On y ajoute les services manquants, on configure les paramètres et on fait les mises à jour, puis le tour est joué. Attention, il ne s'agit pas d'une simple copie de fichier standard. Il faut que la carte microSD permette l'amorce de l'appareil, c'est-à-dire qu'elle soit bootable. Et pour ce faire, on doit utiliser un logiciel qui créera la structure nécessaire. Nous utiliserons l'application Win32 Disk Imager, disponible gratuitement sur le site de soundforge.net. Faites l'installation de l'application en suivant les instructions du fabricant. L'utilisation d'une carte microSD d'au moins 8 GB et de classe 10 est recommandée. La copie de l'image créera une petite partition d'environ 50 MB. Nous verrons comment faire l'expansion de la partition plus tard afin d'exploiter tout l'espace disponible. Insérez la carte microSD dans l'ordinateur qui vous servira à créer l'image. Démarrez l'application Win32 Disk Imager, sélectionnez l'image précédemment décompressée, le lecteur où se trouve la carte microSD et Write. Attention! Assurez-vous d'avoir la bonne cible car l'action est irréversible, elle écrase tout le contenu de l'image sélectionnée. Le processus peut prendre environ 10 à 20 minutes selon la vitesse d'écriture de la carte microSD. Une fois complété, quittez l'application et exécutez la procédure normale de retrait d'une carte microSD ou encore d'une clé USB, c'est-à-dire de cliquer avec le bouton de droite de la souris sur l'icône « Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média »,
que l'on retrouve dans la barre des tâches. Cette procédure assure de ne pas corrompre les données de la carte microSD. Prenez note, l'option Read vous permet de prendre une copie de la carte microSD afin d'en faire un point de restauration. Dans le doute, si vous devez faire des actions incertaines sur votre Raspberry Pi ou expérimenter des données dont vous n'êtes pas sûr de vouloir conserver, c'est votre meilleure option. Si vous avez un Raspberry Pi en fonction qu'on pourrait qualifier de production, qui représente une anomalie et vous souhaitez le diagnostiquer, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un autre appareil en clonant la carte microSD et en procédant à des essais sur un environnement séparé. Maintenant que le système d'exploitation est monté sur la carte microSD, il est temps de l'introduire dans le Raspberry Pi et de s'amuser un peu. D'abord, assurez-vous que vous avez la connectivité réseau, filaire ou Wi-Fi, un clavier, une souris et un écran correctement branché. Vous êtes maintenant prêt à brancher l'adapteur 5V DC qui permettra de démarrer l'appareil. L'interface graphique démarre automatiquement avec l'utilisateur Pi et le mot de passe Raspberry. Commençons par configurer les paramètres de base. Dans le menu, sous Préférences, sélectionnez Raspberry Pi Configuration. D'abord, dans l'onglet Localisation, le bouton Set Local permet de changer la langue du pays, l'ensemble des caractères. En appuyant sur le bouton OK, vous acceptez et redémarrez le Pi. Faites de même pour l'option Set Time Zone, Set Keyboard et Set Wi-Fi Country. En appuyant sur OK, vous devrez redémarrer le Pi encore une fois. Parcourez les autres onglets Performance, Interface et Système. Dans ce dernier onglet, vous pouvez changer votre mot de passe, nommer votre Pi. Vous pouvez aussi choisir le mode de démarrage de votre appareil. Pour l'instant, nous allons conserver le mode Desktop. Pour terminer, sélectionnez Expand File pour accéder à tout le contenu de la carte microSD et en appuyant sur OK, vous devez encore une fois redémarrer votre Pi. On peut aussi faire la configuration directement dans le LX Terminal à l'aide de la commande sudo raspi-config. Il est maintenant temps de faire la configuration de la connectivité réseau. Il y a deux façons d'activer la connexion réseau, soit filaire avec ETH0 ou sans fil avec WLAN 0. Dans les deux cas, l'utilitaire de configuration apparaît dans la barre des tâches. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône réseau et choisissez l'option Wi-Fi Network DHCP UI Settings. En laissant la souris au-dessus de l'icône, une infobulle apparaît, indiquant ainsi l'adresse IP de l'interface présentée. En sélectionnant l'option Interface, vous pouvez paramétrer ETH0 ou WLAN. Vous pouvez spécifier les valeurs ou simplement les laisser vides si un appareil réseau, exemple un routeur, offre le service DHCP qui est le Dynamic Host Configuration Protocol. En sélectionnant l'option SSID, vous pouvez choisir la borne sans fil où vous connectez et par la suite introduisez la clé partagée. Prenez note que la commande ifconfig permet de connaître la configuration des interfaces réseau présentes. La mise à niveau s'effectue en deux temps. Nous allons d'abord exécuter la commande sudo get update. Cette commande ne permet pas réellement de mettre à jour les logiciels sur le système, mais télécharge les dernières listes des paquets de dépôt de logiciels afin que Raspberry Pi connaisse tous les nouveaux logiciels disponibles et leurs dépendances. Ensuite, exécutez la commande sudo get upgrade afin de mettre à jour les paquets installés sur votre système. Il est important que votre système soit synchronisé avec les dernières mises à jour logicielles et aussi les mises à jour de sécurité. Ces commandes doivent donc être exécutées périodiquement. Habituellement, le protocole SSH utilise le port TCP/22. Il est particulièrement utilisé pour ouvrir un shell sur un ordinateur distant. Peu utilisé sur les stations Windows, SSH fait référence pour l'accès distant des stations Linux et Unix. PuTTY est un émulateur terminal doublé d'un client pour les protocoles SSH. Téléchargez la version gratuite de l'application à l'adresse suivante www.putty.org. Démarrez l'application et saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP, puis Open. L'interface en ligne de commande s'ouvre alors et demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Dès lors, vous pouvez exécuter les mêmes commandes que directement sur le Raspberry Pi. Nous voulons contrôler notre Raspberry Pi à distance sans nécessiter la présence d'un moniteur HDMI ou DVI, d'un clavier ou encore d'une souris. C'est ce qu'on appelle en anglais le mode headless. Nous allons utiliser XRDP pour atteindre cet objectif. Les nouvelles versions de Raspbian, c'est-à-dire celles venues après l'arrivée de Pixel, sont livrées avec RealVNC pour les connexions à distance. Malheureusement, RealVNC ne fonctionne pas bien en mode headless car la résolution est de faible qualité et il y a un peu de manipulation nécessaire à faire pour la changer. La solution XRDP évalue automatiquement notre résolution de bureau et rend notre vie beaucoup plus facile. Allons-y! RDP est un protocole propriétaire développé par Microsoft pour accéder aux serveurs et aux postes sous Windows.
Puisque les systèmes d'exploitation modernes possèdent déjà le client, qui permet de se connecter à distance, il est facile d'activer le service XRDP sur le Raspberry Pi et de réutiliser la même console sur le PC. Cette dernière utilise généralement le port 3389 pour établir la connexion RDP à l'aide du client mstsc.exe. Avant de pouvoir installer XRDP, nous devons d'abord installer le package Tight VNC Server. L'installation de Tight VNC Server supprimera également le logiciel RealVNC qui est livré avec la nouvelle version de Raspberry Pi, puisque Tight VNC Server et XRDP ne fonctionnent pas si RealVNC est installé. Entrez la commande suivante dans le terminal, sudo apt install -y Tight VNC Server. Pour installer le service XRDP sur le Raspberry Pi, il suffit de lancer la commande sudo apt-get install XRDP. Le service sera installé et démarrera automatiquement à chaque redémarrage. Il est possible de paramétrer le service en éditant le fichier de configuration qui se situe dans /etc/xrdp/ le fichier qui s'appelle xrdp.ini. Lancez la commande sudo nano avec le chemin correspondant. Dans la section globale, on retrouve ces paramètres. bitmap_cache, on peut le mettre à yes ou no. Bitmap compression, on peut le mettre aussi à yes ou no. Port, donc on peut choisir le numéro du port qui est le 3389 par défaut. Et le crypt level qui peut se situer à low, medium ou high. Le niveau d'encryption low correspond à 40 bits d'encryption du client vers le serveur. Le niveau medium correspond à 40 bits d'encryption dans les deux sens. Et le niveau high correspond à 128 bits d'encryption bidirectionnelle aussi. Dans la section XRDP1, on retrouve ces paramètres. Name qui se trouve être l'identifiant du nom de la session, username avec l'option ask qui demande le nom d'usager de la personne, password avec l'option toujours ask pour le mot de passe, et IP qui est l'adresse IP, dans ce cas-ci 127.0.0.1 qui correspond à l'adresse locale. Sur le PC, démarrez le client RDP avec la commande mstsc.exe et inscrire le nom ou l'adresse du Raspberry Pi, puis appuyer sur le bouton Connexion. Il est possible de paramétrer le client en parcourant les différents champs pour mémoriser le nom de l'usager, le mot de passe ou encore modifier la taille de l'écran. Enfin, nous avons besoin d'installer le paquet Samba afin que nous puissions accéder au Raspberry Pi par son nom d'hôte à partir d'une machine Windows sur le réseau plutôt que par son adresse IP qui peut changer en fonction de l'attribution du service DHCP. Lancez la commande sudo apt install -y samba. Une fois cette installation terminée, vous devriez être capable de faire un ping sur le nom d'hôte à partir d'une machine Windows. Vous devriez créer un répertoire que vous partagerez par la suite. La commande mkdir /share crée un répertoire share à la racine. Il faut éditer le fichier de configuration /etc/samba/smb.conf. À l'aide de l'éditeur LeafPad, lancez la commande sudo leafpad /etc/samba/smb.conf éperluette. Nous aurions pu également utiliser l'éditeur Nano basé sur la console, mais LeafPad fournit une interface graphique qui convient mieux aux débutants. L'éperluette à la fin de la commande lance LeafPad en tant que processus en arrière-plan, de sorte que nous sommes retournés à une invite de commande shell dans le terminal. Faites défiler jusqu'à la partie inférieure du fichier de configuration smb.conf et ajoutez les éléments suivants. Entre crochets PyShare, command égale Raspberry Pi Share, path égale /home/pi/share, browsable, on répond yes, writable yes, only guess no, create mask 0740, directory mask 0750, public égale no. Enregistrez les modifications dans le fichier de configuration smb.conf et quittez l'éditeur LeafPad. Raspbian va automatiquement redémarrer le service SMB, Samba, en fonction des modifications apportées au fichier de configuration. Dans une session terminale, nous devons créer un utilisateur SMB afin que nous puissions nous connecter en toute sécurité à partir de Windows. Nous allons donc créer un utilisateur nommé Pi, mais ce sera un utilisateur SMB plutôt qu'un utilisateur Raspbian Pi. Voici comment nous faisons. Sudo smb passwd -a pi, vous serez invité à saisir un nouveau mot de passe. Documentez ce mot de passe quelque part pour une référence future. Dans l'explorateur de fichiers Windows, vous pourrez inscrire \/ le nom d'hôte de votre Pi pour avoir les partages disponibles. Vous devez vous identifier comme Pi et inscrire le mot de passe que vous avez choisi précédemment.
Maintenant, on a un Raspberry Pi pleinement fonctionnel avec les services de base. Je vous propose d'en faire une copie avec l'application Win32 Disk Imager afin de vous garantir un retour arrière facile. D'ici la prochaine vidéo, restez curieux et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager avec vos connaissances, à liker sur les réseaux sociaux et surtout, chaque contribution que vous me faites me permet d'investir davantage pour vous. Merci de votre générosité et à bientôt.